Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. À la seconde près, il est pile 7h45 à Rome, même heure à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Voici le journal. RTS. Dans l'actualité, en ce vendredi matin, le cercueil du pape François sera refermé ce vendredi au soir. Le rite de fermeture se déroulera à partir de 20h dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il sera présidé par le cardinal Kevin Farrell, Camerlingue de la Sainte Église romaine. Dans l'actualité également, 24 avril 2025, c'était hier. Cela fait exactement 35 ans, jour pour jour, que feu maréchal Mobutu Sese Seko a instauré le multipartisme et par ricochet la démocratie. 35 ans après, le politologue professeur Lazare Chipinda Kasonga dresse un bilan mitigé de la démocratie, alliant force et faiblesse. Le professeur Lazare Chipinda est à suivre au cours de cette édition d'Info. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État appelle à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. C'était jeudi lors de la cérémonie du lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle grille politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État, cérémonie qu'il a présidée personnellement. À suivre avant la fin, le sport et la phase des playoffs du championnat de la Lina Foot. Oui, c'est ce qui s'appelle gifle du roi. Elle fait mal, mais il la fallait. L'AS Vita Club a été sanctionné après les incidents provoqués par ses supporters avant-hier lors de son match l'opposant à Aigle du Congo. Vita Club qui perd par forfait et dans la foulée sommet de payer des amendes à découvrir au cours de cette édition d'Info. Journal de vendredi matin, prise de son et mise en onde. Raphaël Kongolo Kafumba, Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Bon début de week-end et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous écouter ce matin. Direction pour commencer le Vatican. Le rite des fermetures du cercueil du pape François qui fut déplacé ce matin de la maison Sainte-Mars et qui est actuellement exposé à l'hommage des fidèles se déroulera vendredi 25 avril, aujourd'hui donc, autour de 20h dans la basilique Saint-Pierre. Le rite, selon l'Ordo Exciarum Romani Pontificis, numéro 6686, sera présidé par le cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlingue de la Sainte Église romaine. Selon le bureau des célébrations liturgiques pontificales, les cardinaux Giovanni Battista Re, doyen du collège des cardinaux, Roger Michael Mahoni, cardinal presbytère Dominique Mamberti, cardinal protodiacre Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique papale Saint-Pierre au Vatican, participeront à la cérémonie. Seront également présents les cardinaux Pietro Parolin, ancien secrétaire d'État, Baldassar Reina, vicaire général du diocèse de Rome, Konrad Krajewski, l'aumônier de sa sainteté, Monseigneur Edgar Pena, para substitut de la secrétaire d'État, Monseigneur Ilson de Jésus Montanari, vice-camerlingue de la Sainte Église romaine, Monseigneur Leonardo Sapienza, régent de la maison pontificale, les chanoines du chapitre du Vatican, les pénitenciers mineurs ordinaires du Vatican, les secrétaires du Saint-Père et d'autres personnes admises par le maître des célébrations liturgiques pontificales, Monseigneur Diego Ravelli. Tous se retrouveront autour de 19h30 à l'hôtel de la confession. Et vous le savez déjà, le pape sera inhumé ce samedi. Tout débutera autour des 10h. Des funérailles aux accents géopolitiques, des nombreuses délégations étrangères seront présentes ce samedi 26 avril pour les funérailles du pape François. Mercredi 23 avril, la foule s'est recueillie auprès de son corps dans la basilique Saint-Pierre. De nombreuses délégations étrangères seront présentes samedi 26 avril pour les funérailles du pape François. Il faut donc dire
que les funérailles du pape feront converger au Vatican pas moins de 130 délégations étrangères, comprenant 50 chefs d'État, dont Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et 10 souverains régnants. Le monde place donc Saint-Pierre comme lors des obsèques de Jean-Paul II en 2005. Le Vatican deviendra, et pour quelques heures, le cœur d'une géopolitique mondiale. Certes, il s'agit bien d'un enterrement, mais quand on parle, entre nous, on dit c'est un enterrement de travail, reconnaît un ancien ambassadeur près le Saint-Siège. Du Saint-Siège du diocèse d'Amboujimay, maintenant, les mamans catholiques se rendent ce samedi au petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Loukelenge pour une visite. Celle-ci, la toute première, constitue la dernière étape de leurs actions habituelles qu'elles mènent chaque année depuis 2013 sous la conduite de leur présidente Claudine Ngandou. Les femmes membres de cette structure diocésaine ont tour à tour offert un lot des vivres et non-vivres aux prêtres âgés, aux prisonniers de la prison centrale de Mbujimaï et tout récemment aux orphelins de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Nkwadi. Ces actions, explique Claudine Ngandou, est une réponse à la parole de Dieu qui recommande la générosité et l'attention aux autres. Cette année, elles ont mis l'accent sur la relève en sensibilisant les femmes à apprendre à leurs enfants d'offrir et de servir l'Église dans les structures diocésaines. Un appel, en tout cas déjà suivi par certaines femmes dont les enfants ont fait un don aux prêtres âgés. Les jeunes et enfants du diocèse d'Amboujimay vont fêter leur Pâques ce dimanche 27 avril 2025. Ça sera donc au cours de la célébration eucharistique que présidera personnellement l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Bipemba. L'aumônier des enfants et jeunes du diocèse d'Amboujimay appelle à une mobilisation générale pour une participation massive. Et ce communiqué de service, avant de clôturer la page du diocèse, la direction des programmes de la radio-télé-fraternité Buenamontu invite tous les chefs des bureaux, le secrétaire de rédaction et du bureau administratif, le régisseur général ainsi que la chef de la cellule digitale à prendre part à une réunion qui aura lieu ce samedi 26 avril 2025 dans la salle des conférences de rédaction à partir des 11h tapantes. Vu l'importance de celle-ci, la présence de chacun est indispensable. C'est signé Abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de programme. Ouvrons maintenant le bal de l'actualité provinciale. C'est une première à l'école primaire Mouela Mukolo 3, située au quartier Nyeleka Kangouvou dans la commune de Bipemba à Mbujimaï. Ces élèves vont désormais étudier assis sur des bancs pupitres. C'est un don du vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, fait ce jeudi 24 avril 2025. Reportage Raphaël Kongolo et Célicine Boula. Les élèves de l'école primaire Mouilamukolo 3 vont désormais étudier dans de bonnes conditions. Ce jeudi 24 avril 2025, cet établissement scolaire a bénéficié d'un lot important des bancs pupitres, dont du vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Depuis l'existence de cette école de la 33e CRS, située dans la commune de Bipemba, au quartier Nyeleka Kangouvou, ces élèves suivaient les cours assis à même le sol, faute de mobilier scolaire adéquat. Touchés par les images publiées sur les réseaux sociaux montrant les élèves assis par terre, le sénateur José Kalala a décidé d'agir en offrant ces bancs pupitres à cet établissement. En son nom, c'est l'abbé Théodore Kaniki qui a procédé à la remise de ces dons. Je me sens honoré en ce jour où je suis devant vous pour faire la remise de ces bancs qui sont un don
du sénateur José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat. Très généreux, il a été touché par le cri de détresse de ses enfants. C'est ainsi qu'il est entré en contact avec les directeurs de l'école par ses services et m'avait chargé d'organiser la remise de cette banque. Donner, c'est un don. Ce n'est pas parce qu'il en a, mais c'est parce qu'il a un grand cœur. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait jeté son dévolu sur le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de palper les fruits. À l'honorable sénateur José Kalalawa Kalala, nous disons grandement merci. Il a compris qu'en partageant avec les plus pauvres, c'est aussi accomplir cette parole de Jésus-Christ de Matthieu 25. Le peu que nous rendrons à un pauvre, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Les autorités scolaires ont tour à tour exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs pour ces gestes qui restera à jamais gravés dans leur cœur, car pour la première fois, leurs élèves apprendront assis sur le banc pupitre. Aujourd'hui, c'est une journée très magnifique pour l'école Epemouelo Mukolo 3, car les enfants vivaient dans des conditions très difficiles à ne pas supporter. Voilà, on nous a donné les bancs pupitres au profit de nos élèves. Nous allons garder très bien et nous disons encore merci à l'honorable sénateur, que Dieu lui protège, de ne pas seulement se limiter sur ce geste, mais de pouvoir continuer encore. En cette journée exceptionnelle, on a une grande joie inexprimable, puisque ce qui nous est arrivé, on ne s'attendait pas. Nous devons féliciter notre sénateur du fait qu'il a accompli ce qu'il avait promis. De sa part, il a fait ce qu'il a toujours dit. Suite à ceci, nous devons d'ores et déjà lui donner toute notre confiance et nous devons le soutenir jusqu'à la fin. Puisse l'infidérable lui combler de tout ce qu'il a besoin, spirituel tant que physique. Nous lui remercions pour tout ce bien qu'il a fait. Hier, assis à même les sols, aujourd'hui, sur le banc pupitre, les élèves n'ont eu d'autre mot que merci pour ces dons combien précieux pour eux. Sénateur José Kalalawa Kalala, votre générosité est exemplaire. Merci sénateur José Kalalawa Kalala pour les bancs donnés à notre école Mouela Mukolo 3. Ces dons s'inscrivent dans une série d'initiatives visant à renforcer les infrastructures éducatives dans la région conformément aux objectifs nationaux d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Reportage signé Raphaël Kongolo Kafumba et Célestine Mboula Mukendi. 24 avril 2025, c'était hier, cela a fait exactement 35 ans que feu maréchal Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, a instauré le multipartisme, lançant ainsi le processus de démocratisation du pays. 35 ans après, quel bilan faire de la démocratie? Pour le professeur Lazare Chipinda Kasonga, politologue, le bilan est mitigé, alliant forces et faiblesses. Parmi les forces, il cite la fin du monopartisme et le respect des libertés publiques. On écoute le professeur Lazare Chipinda Kasonga. Mais sur le plan interne, il y a cette ouverture, la fin du monopartisme. C'est ce monopartisme avec le parti État, le MPR, qui tombait, qui faisait que, donc, il y a cette liberté. Mais les choses se sont passées aussi aisément de cette manière parce qu'à l'interne, déjà, il y avait les tenants qui étaient là, mais qui vivaient dans la clandestinité, notamment l'UDPS qui vivait dans la clandestinité et qui a accueilli de bonnes mains cet événement et donc tout le peuple entier. Donc, il y a l'écroulement donc du monopartisme et l'instauration du multipartisme dans notre pays qui a commencé par 3 partis, évidemment, avec la force de choses. Nous sommes allés maintenant à plusieurs partis. Donc c'est déjà quelque chose d'avantageux et donc cela entraîne les libertés publiques qui se manifestent. Les libertés publiques, les libertés d'expression, les libertés de manifestation, la liberté de la presse, la liberté du syndicalisme qui s'ouvrait avec le multisyndicalisme, etc. Et donc nous devons vivre donc cette liberté, ce vent de la démocratie et le peuple a accueilli ça de demain, tout comme moi aujourd'hui. Je salue cet événement-là du 24 avril.
Des avantages de la démocratie et donc des désavantages. Le professeur Lazare Chipinda parle de la mauvaise perception de la démocratie elle-même. Il évoque notamment la multiplication éhontée des partis politiques avec des autorités morales à leur tête, avides de pouvoir, et les guerres qui fragilisent l'unité nationale. On l'écoute encore une fois. La mauvaise perception de la démocratie qui donne lieu à ce que nous vivons aujourd'hui, une aventure, une multiplication éhonteuse de partis politiques. On arrivait jusqu'à ce stade de plus ou moins 1000, ça va être 1000 d'ici là avec ce qu'on dit aujourd'hui qu'on doit former un gouvernement de coalition. L'autre désavantage également qui se manifeste jusqu'aujourd'hui, c'est qu'avec la mauvaise perception de la démocratie, multiplication de partis politiques, avec l'arrivée de toutes ces guerres que nous avons connu, etc. Lorsque Mobutu lui-même, en dépit du fait qu'il avait déclaré le 24 avril, il va reprendre les choses en main, ce qui a fait que nous avons commencé à revivre également une certaine dictature, en dépit qu'il y avait toujours des libertés publiques, mais qui étaient de temps à autre étouffées, écrasées, d'où la guerre des libérations en 1997. Par après, toujours avec la mauvaise perception de la démocratie, nous allons vivre ce que nous allons vivre, c'est-à-dire avec la multiplication des guerres, si vous voulez, pays qui commençaient à éclater, un gouvernement par-ci, un gouvernement par-là, et tout ce jeu de concertation et de recomposition, de mosaïque politique et tout ça, ça a donné lieu à tout ce que nous connaissons, le tribalisme revenu, le manque d'autorité, ça et là dans certains coins du pays, en dépit du fait que la volonté du régime qui se veut démocratique, qui est venu avec Félix Tshisekedi, qui bute à certains obstacles de gens de mauvaise foi, qui profitent des aléas de faiblesse tout autour du pays pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Et donc nous sommes toujours avec le régime politique et peut-être le régime qui viendra, nous sommes toujours obligés de faire un pas en arrière pour composer parfois avec les ennemis de la République. Par ailleurs, pour relever les défis auxquels la démocratie fait face aujourd'hui, ce professeur d'université propose la moralisation de la vie publique. Tout cela a subi des conséquences de ce que vous avez appelé autorité morale. Je crois qu'un travail doit être fait, une révisitation de la loi sur les partis politiques, une moralisation de la vie publique et n'est pas surtout miser sur ceux qui disent que sans moi, le Congo va connaître un déluge. Je crois que nous tous, nous sommes déterminés parce que déterminés pourquoi ? Vous sentez que ce soit à l'Est, que ce soit partout, on parle, on condamne Nanga, on condamne ce qui s'est fait. On sent que le sang du peuple congolais est en train de bouillir, de rage. Et là, c'est le patriotisme qui prend la place. Je crois que donnons encore l'occasion à Tshisekedi, et je crois que nous ferons mieux par la suite. Le professeur Lazare Chipinda Kasonga, et pour la petite histoire, comprenez mon émotion. Cette phrase devenue célèbre a été prononcée par feu le maréchal Mobutu, à l'époque président du Zaïre. C'était le 24 avril 1990 à la cité de l'Insélé à Kinshasa, devant les cadres du parti unique, le MPR. Il annonce, plein d'émotions, larmes aux yeux, la fin du monopartisme, ouvrant ainsi le début d'un long processus de démocratisation après 25 ans de dictature. Il avait ainsi estimé, seul devant sa conscience, de tenter l'expérience du pluralisme politique dans le pays, avec comme base le principe de liberté pour chaque citoyen d'adhérer au parti politique de son choix. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi Fédération de Mbujimaï dit ne pas reconnaître l'arrivée à Mbujimaï d'une quelconque autorité du parti. Dans une déclaration politique faite jeudi au siège du parti, en présence de toutes les composantes, le président fédéral d'intérim a demandé aux autorités militaires, policières et politico-administratives de ne pas permettre à celui qu'ils appellent usurpateur de parler au nom du parti. Oferus Tchani Luboya invite les combattantes et combattants à ne pas prêter oreille à cette personne qui, selon lui, n'a pas mandat ni qualité d'engager le parti. Oferus Tchani appelle donc tous les membres de la fédération de Mbujimaï de rester fidèles aux idéaux du parti, cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba, et à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le secrétaire général Augustin Kabouya.
Connaître le fonctionnement du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental, c'est l'objectif d'une séance de travail qui a réuni ce jeudi 24 avril 2025 les acteurs de cette structure et les consultants à Enabel. L'activité a eu lieu au bureau diocésain de la commission justice et paix qui fait office de siège de cette structure. Au cours de cette séance, un diagnostic d'enquête a été posé au fin de faire l'état des lieux du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental. Ce diagnostic a été posé sur 4 phases importantes, notamment la mission, la composition, l'organisation, les difficultés et les besoins du cadre. Prenant la parole, l'abbé Pierre Kabamba a présenté brièvement le cadre de concertation de la société civile avec la participation de ses collaborateurs présents. Parmi les missions, il faut noter l'échange avec la société civile, la professionnalisation des ONG membres de la société civile, de la composition. Un comité provincial dirige le cadre de concertation comprenant un président, 4 vice-présidents, les femmes et jeunes, au moins 10 membres dans le respect de la représentativité des structures membres. À cette occasion, les difficultés ont été étalées devant le consultant à Enabel. Seul le manque d'infrastructures reste un contrepoids réel. Ils ont fait diverses propositions, entre autres le renforcement de capacités en système de gouvernance au sein de la société civile, en communication interpersonnelle, sur la dynamique, en démocratie participative et représentative. Ces besoins seront ramenés aux partenaires, ont dit les consultants à Enabel. Ce n'est qu'un rappel, la convocation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et du gouverneur de province par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des voix s'élèvent. Du côté du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, on déplore l'ingérence intempestive de Kinshasa dans la gestion de la province. Pour Nicolas Mbiya, cet interventionnisme de Kinshasa fait plus mal à la province du bien. Il demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de retirer sa main de la province du Kasaï oriental et invite le gouverneur à collaborer pleinement s'il estime qu'il est innocent. On écoute Nicolas Mbiya. RTF, l'actualité, c'est nous. Nous reviendrons donc sur cet élément de Nicolas Mbiya, lui qui est donc membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Et bien cette fois, c'est la bonne. C'est plus mal à la province du Kasaï oriental que du bien, comme le prétendent, de sauver la province d'une instabilité institutionnelle qui n'existe que dans leur tête. Parce que lorsque il y a un gouverneur qui gère mal le fonds qui ont été mis à sa disposition et que l'organe délibérant fait le contrôle qui est normal et qui rentre en ligne de compte de son mandat, je ne vois pas en quoi on doit parler d'une instabilité institutionnelle. Donc ce qui est arrivé en début de semaine, c'est tout simplement regrettable que Kinshasa fasse les lits de la médiocrité pour étouffer la mission de nos élus qui se doivent enfin de contrôler l'exécutif pour renforcer la bonne gouvernance. Nous mettons en carte Kinshasa et nous l'interpellons de rester à l'écart de cette affaire et de laisser l'affaire aboutir parce que son interventionnisme, personne ne le désire et déjà même ces 7 dernières années, on l'a vu, ça n'a aidé aucune cause. La cause de la bonne gouvernance, la cause du social, ça n'a aidé personne si ce n'est que protéger les magouillères trempés dans les affaires louches et scandaleuses. Nous voulons que le ministre de l'Intérieur retire ses mains de la province du Kasaï oriental et qu'il laisse les élus faire leur travail. C'est tout ce qu'on demande à ces stades. Nous demandons également au gouverneur de collaborer pleinement s'il estime qu'il est innocent. Même si les faits sont là, ils sont avérés, nous voudrions que le gouverneur coopère. Cela montrera exactement qu'il respecte l'organe délibérant qui est l'émanation de la population. Nicolas Mbiya du mouvement citoyen Lutte pour les changements. Et pour l'acteur politique Symphorien Ndibou, les uns et les autres doivent avoir pour viser le sursaut de la province. À l'en croire, cette cacophonie ne profite aucunement à la province et ou à la population, d'où son appel à une collaboration qui puisse favoriser le développement de la province. On écoute Symphorien Ndibou. Si au niveau de l'Assemblée, les élus trouvent que la meilleure façon de traiter les problèmes quand ils se posent, c'est de situer le gouverneur, à notre niveau, nous pensons que c'est un faux débat. Si il est vrai que la commission, dans sa documentation, a trouvé qu'il y a des problèmes au niveau de la province, il aurait été préférable que les deux institutions se mettent ensemble pour réfléchir et trouver des voies de sortie
qui honorent la province. Imaginez depuis 2018, la province patine. Elle a besoin d'un sursaut. Mais pour que ce sursaut ait lieu, il faut que les deux institutions puissent travailler main dans la main. Mais si elles travaillent sur base de règlement des comptes, de vengeance, nous ne pouvons rien espérer de la province. Ce qui s'est passé, c'est pratiquement une situation générée par des intérêts égoïstes. Des gens qui pensent qu'au niveau de l'Assemblée, on peut se faire de l'argent, on peut se faire valoir, alors qu'ils sont là pour servir. La province ici n'a pas encore besoin des conflits entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale. Nous en avons eu assez. Ça nous a amené nulle part ailleurs. Ce que nous attendons de l'Assemblée et du gouvernorat, c'est qu'ils travaillent main dans la main. Quand il y a des erreurs, on doit voir comment les éviter et prendre des mesures comme des garde-fous pratiquement pour pouvoir générer les sursauts de la province. Acteur politique Symphorien Ndibou. Voyons maintenant ce qui constitue l'actualité au plan national. Jeudi, c'était hier au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle de lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Le chef de l'État a également appelé à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Il a demandé par ailleurs que les primes soient standardisées de manière transparente et équitable. Conscient des résistances auxquelles cette réforme ferait face, le président Tshisekedi s'est montré déterminé à aller jusqu'au bout. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assumerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme, a-t-il rassuré. Prenant la parole au nom des agents publics de l'État, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a salué cette initiative. Cette action s'avère être une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, a reconnu Fidel Kiyangi, pour contribuer à renforcer les fonds nécessaires à la réalisation de cette nouvelle politique salariale. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a annoncé le lancement dès le mois prochain d'un processus de contrôle de tous les agents publics. L'argent pourra doubler, voire tripler les salaires proviendra de cette opération, a précisé Jean-Pierre Liaou-Eboa. Ces travaux émanent des instructions donné au gouvernement par le président de la République le 28 juin 2024 lors du 3e conseil des ministres du gouvernement souminois de mettre sur pied une nouvelle politique salariale plus juste, équitable, rationnelle et soutenable de tous les agents et fonctionnaires de l'État. Le chef de l'État avait précisément confié cette charge au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique en collaboration avec le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances et son cabinet sous la coordination de la première ministre. Ce n'est qu'un rappel. Le ministère public a livré mercredi son réquisitoire dans l'affaire Bukanga-Lonzo impliquant l'ancien premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deo Mutombo, et l'entrepreneur sud-africain Christophe Gobler. Malgré l'absence des prévenus à l'audience du jour, la Cour constitutionnelle a décidé de poursuivre l'instruction par défaut. Dans son avis, le parquet a sollicité la Cour de dire établi les infractions de détournement des fonds à charge de Matata et ses deux co-accusés. Pour le ministère public, chacun de 3 prévenus devrait être condamné à 20 ans de prison ou de travaux forcés sans possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle. Citoyens congolais, Matata Ponyo et Deo Mutombo pourraient ne pas recouvrer leur droit de vote et d'éligibilité aussitôt leur peine exécutée. En effet, le parquet a sollicité respectivement 10 et 5 ans de déchéance des droits civiques pour ces deux anciens responsables. Le sport. Fraternité Sport, le journal des sports. On parle d'abord des playoffs de la Ligue nationale de football et ses sanctions prises par la commission de gestion de la Linafoot. Après les incidents perpétrés par ce supporters
Avant-hier, lors du match qui l'opposait en Aigle du Congo, l'AS Vita Club de Kinshasa perd ce match par forfait et jouera les 3 prochains matchs à huis clos et dans la foulée doit payer une amende de $12,000 américains avant son prochain match en l'INAFoot Playoff. Il faut donc dire que l'AS Vita Club est semé également à la réparation des préjudices causés au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette décision de l'AS, donc de la commission de gestion de la l'INAFoot, est mal accueillie par les supporters de l'AS Vita Club. Vita qui dit avoir appris avec étonnement et consternation cette décision de la l'INAFoot lui infligeant des lourdes sanctions, sans encourager la réaction de leurs supporters après un but libre du jeu, selon en tout cas les communiqués des moscovites accordés à l'équipe de Les Aigles du Congo. Vita entend réagir contre ces sanctions qu'elle juge très sévères. Toutefois, privilégiant l'esprit sportif et l'éthique sportive, l'AS Vita Club invite ses supporters à la prudence. Alors, Vita Club entend réagir par des moyens légaux et menace même de quitter la phase des playoffs, attendant donc voir Meyer sur terrain. Randier s'est tombé devant Motema Pembe 2-3, alors que Randier c'était le premier à marquer dans ce match. Sangaba Lende pourra faire son entrée en playoff, ça sera le dimanche à Kinshasa contre l'équipe de l'AS Simba de Kolwezi. Et ici localement, le coup d'envoi du championnat provincial 2025 sera donné ce samedi sur 2 sites, à Luilou et à Katanda. À Luilou, ce samedi à 13h, AS Veilla rencontre Sukisa et à 15h, US Maminou jouera TP Arc-en-Ciel. Le dimanche, Makinkou jouera à Chemino et AS Étoile croisera CS Nkuba. À Katanda, par contre, ce samedi à 13h, USK FC Soleil et Renaissance Saint-Vincent, ce sont les 2 matchs au menu. Et le dimanche à Katanda, il est prévu un match MMK contre l'équipe de Toubaleja. Et on parle de ces clubs qui a totalisé 11 ans hier. C'était un 24 avril 2014 que cette équipe a vu le jour. Il s'agit de Cercle Sportif Saint-Thomas. Ses 11e anniversaire coïncide avec le tout premier titre de champion à l'EFMAI pour le club. Son président fondateur Thomas Chimanga célèbre autrement ses 11e anniversaire au goût délicieux et rouellé donc de ce titre de champion. Pendant 11 ans, Saint-Thomas a participé de manière ininterrompue au championnat local et compte dans la foulée plusieurs transferts de ses joueurs dans les clubs de la l'INAFoot, entre autres Sangaba Lende, Chikas, Olympique d'Embujima et dans du cœur Nkundouyi. Tous ces joueurs transférés, très reconnaissants envers Thomas Chibanga, entendent d'aller loin pour honorer leur président fondateur et leur club. L'un d'eux, Junior Bouzangou, actuellement chez Sangaba Lende, le dit au micro de votre radio. En quelques mots, ce que je peux le dire. En tout cas, je le félicite. Je lui dis d'abord grand merci pour tout ce qu'il a eu à faire durant notre séjour dans cette équipe. Et je lui demande de ne pas baisser les bras, tellement qu'il a des ambitions pour encadrer d'abord, la jeunesse, particulièrement de la ville de Mbujima et aussi de la Neba, de progresser comme ça et d'aller de l'avant. Avec le peu de moyens qu'il a, je pense bien qu'un jour, ça va encore donner plus. Saint-Thomas, qui doit jouer le championnat provincial 2025 en tant que champion de l'EFMAI, a pour ambition se qualifier pour la Ligue 2 de la l'INAFoot. Cette équipe ne compte pas s'arrêter là. Son président fondateur lui dit à notre micro. Il y a encore à faire parce que le parcours est encore parsemé de beaucoup d'épines. Donc, ce qui nous entend est plus de ce que nous avons fait. Ça va aborder aujourd'hui la Ligue 2. Bon, bien entendu, en commençant par le championnat provincial, il y a de quoi s'attendre. D'abord, une étape très importante. Il faut passer cette étape de vaincre, pouvoir passer le championnat provincial au champion. Il y a double champion ici, c'est-à-dire il y a le championnat de la tente et de football de Mbujima. Nous sommes sortis champions, mais il y a encore un autre titre qui nous attend, c'est le championnat provincial, où la province nous attend, parce que la province doit nous honorer. C'est pour vous dire qu'il y a encore toute une ribambelle de méandres qui nous attend par rapport à ce que nous voulons entreprendre. Et en tout pour tout, j'ai dit, voilà, ce que nous avons fait, c'est attendre de ces joueurs, par attendre de ces témoignages un peu choquants pour moi.
le président fondateur de l'équipe de Cercle Sportif Saint-Thomas. Longue vie donc à ce club champion à l'œuf-maille cette saison. Et voilà qui vient mettre fin à cette édition d'Info. La première en ce vendredi 25e jour du mois d'avril de l'an 2025. Vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Le cercueil du pape François sera refermé ce vendredi au soir. Le rite de fermeture se déroulera à partir de 20h dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il sera présidé par le cardinal Kevin Farrell, Camerlen de la Sainte Église romaine. Dans l'actualité également, 24 avril 2025, c'était hier, cela faisait exactement 35 ans, jour pour jour, que feu Maréchal Mobutu a instauré le multipartisme et par ricochet la démocratie. 35 ans après, le professeur Lazare Chipinda Kasonga, politologue, dresse un bilan mitigé de la démocratie, alliant force et faiblesse. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État appelle à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. C'était jeudi lors de la cérémonie du lancement des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État, cérémonie qu'il a présidée personnellement. Oui, le sport, c'est ce qui s'appelle gifle du roi. Oui, elle fait mal, mais il la fallait. Vita Club sanctionné par la commission de gestion de la Lina Foot. Forfait pour ce match contre l'équipe de Aigle du Congo. 3 prochains matchs à huis clos. Et dans la foulée, une amende de $12,000. Les sanctions sont lourdes. Et vous avez suivi cela dans notre page de sport. Merci. Raphaël Komolo Kafumba, lui qui nous a aidé côté commande Pipit Radio. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube Radio Télé Fraternité Buenamontu. Bon début de week-end à toutes et à tous. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.